Il s'agit de Maurice Vaïs, qui est né en 1942 à Alger. Il est actuellement professeur d'histoire des relations internationales à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est donc venu relativement voisin. Il est agrégé de l'université Docteur ès lettres. Il a été pendant de longues années professeur d'histoire contemporaine à l'université de Reims. Et il est devenu, en février 2001, professeur d'histoire des relations internationales, donc à Sciences Po. Il est membre de la commission des archives privées contemporaines. Il a été directeur du centre d'études d'histoire de la défense entre 1995 et 2001. Et il est président du groupe Diplomatie et Stratégie depuis 2000. Ce qui vous intéresse le plus, en général, puisque tous nos conférenciers sont éminents dans leur biographie, sont leurs publications. Vous pouvez les retrouver sur le site internet. J'en cite quelques-unes, pas toutes, Alger, le putsch aux éditions Complexes en 83, donc c'est une vieille histoire. Diplomatie et outils militaires 1871-1991 dans la collection Point Histoire au Seuil. La guerre au XXe siècle chez Hachette en 1993, réédité en 1994. Les relations internationales depuis 1945 chez Armand Collin. En 90 et remise à jour en 2001, et La grandeur, politique étrangère du général de Gaulle chez Fayard, l'ouvrage le plus récent, en 1998, un gros ouvrage. Et puis bien sûr des directions d'ouvrages, et par exemple très récemment Militaires et guérillas dans la guerre d'Algérie à Bruxelles aux éditions Complexes. Bien sûr, Maurice Vaïs est aussi l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées. Je vais donc lui laisser la parole pour un peu plus d'une cinquantaine de minutes, et puis ensuite. Victoire militaire, défaite diplomatique. Tel est le sujet qu'il m'est proposé de traiter ce soir. On peut le comprendre de deux façons. Un constat objectif opposant au résultat positif de l'armée française l'issue négative du conflit pour la France. Mais comment ne pas voir dans cette opposition des termes une intention polémique? Aux yeux d'une partie de l'armée et des pieds noirs, la victoire qui était à portée de main fut manquée parce que le chef de l'État n'a pas voulu ainsi. La guerre, gagnée sur le terrain, fut mise à mal par une politique ambiguë, poussant les Algériens à se rallier au FLN et à préférer l'indépendance au maintien de la France en Algérie. Il y a en effet un véritable paradoxe. Comment une victoire militaire s'est-elle transformée en défaite diplomatique? Mais d'abord, y a-t-il eu victoire militaire? Et dans quelle mesure peut-on parler de défaite diplomatique? Pour y voir un peu plus clair, il convient d'analyser la guerre d'Algérie, qui n'est pas une guerre classique, mais une guerre de décolonisation. Or, dans un tel conflit, c'est la hantise d'une nouvelle défaite qui plane au-dessus de la France, après l'Indochine et Dien Bien Phu, après le retrait de la Tunisie et du Maroc, va-t-on vers de nouveaux abandons? En 1954, l'Algérie est formée de 3 départements français. À la différence des protectorats de Tunisie et du Maroc, la souveraineté française ne saurait y être mise en doute. D'ailleurs, la présence militaire y est légère, à peine 50 000 hommes. Depuis l'insurrection du 8 mai 1945, toutefois, le nationalisme algérien chemine, et derrière l'apparence de l'Algérie française éclatent les contradictions d'un système inégalitaire et autoritaire. Le fossé s'approfondit entre le million d'Européens qui, loin d'être tous de riches colons, sont pour la plupart des citadins attachés à l'Algérie, qu'ils considèrent à la fois comme leur pays et comme le prolongement de la France. Fossé donc entre ces Français et les 8 millions d'Algériens musulmans de plus en plus nombreux, ruraux pour la plupart,
menacés par la paupérisation, peu scolarisés et sous-administrés. Préparés secrètement par une minorité convaincue et organisée, se considérant comme l'avant-garde du peuple algérien, l'insurrection de la Toussaint se solde par des opérations limitées, limitées par leur effet militaire, limitées par leur extension géographique, surtout dans les Aurès, limitées par le nombre de combattants, pas plus d'1 millier, mais en prenant l'initiative de la violence contre le système colonial, le FLN fait basculer l'Algérie dans une guerre de libération qui est d'abord une guerre civile. En 1955, l'insurrection s'étend des Aurès et de Kabylie vers le nord constantinois, l'algérois et l'oranais. Le spectacle est le même partout. Exploitation agricole incendiée, écoles pillées, ponts détruits, routes coupées, arbres arrachés, massacres perpétrés. L'insurrection du 20 août 1955 dans le quadrilatère Philippeville, Constantine, Guelma, Jemmap frappe les esprits. À Sidi Mesrich, par exemple, il s'agit d'une attaque à l'arme blanche derrière 2 jeunes filles brandissant des drapeaux. Puis des hommes, munis de fusils et de haches, se heurtent dans un combat au corps à corps avec les militaires présents. Impressionnés par ce qui ressemble à un djihad, ou soulevés par la brutalité de la répression, les paysans basculent vers le FLN. On passe de la résistance armée d'une minorité à la guerre du peuple. Le territoire algérien est divisé en 6 wilayas où opèrent des unités de l'ALN. En août 1956, le congrès de la Soumam est l'heure du premier bilan. L'audience du FLN s'est accrue dans la population algérienne. L'objectif est clairement politique, restaurer l'État algérien colonisé par les Français depuis 1830. C'est la plateforme de la Soumam qui dit cela, c'est pas moi, n'est-ce pas? Le moyen, internationaliser le problème algérien pour contraindre la France à concéder l'indépendance de l'Algérie. En 1956, les effectifs de l'armée de libération nationale dépassent 30 000 hommes. Dans les maquis, ces katibas, utilisant la guérilla, profitant de l'obscurité et du relief, infligent de sérieux revers à l'armée française, la contraignant à se déployer sur tout le territoire pour protéger les personnes et surveiller les points sensibles. Du côté français, on nie l'état de guerre et face à ce qu'on appelle les événements, on ne sait pas comment réagir. Le dispositif militaire mis en place est lourd et inadapté. On a dit qu'il s'agissait d'un marteau-pilon pour écraser une mouche. Quelle mission donner à ce que l'on nomme les forces de l'ordre? Le maintien de l'ordre consiste en des opérations de police à l'encontre de bandits, de hors-la-loi, les félagas. Mais la pacification traîne et bute sur les lanternes des procédures juridiques, inadaptées à la situation. On recourt donc à l'état d'urgence, puis aux pouvoirs spéciaux qui font sortir de la légalité républicaine. À partir de 1957, l'armée est chargée des pouvoirs de police et elle accomplit donc une besogne pour laquelle elle n'est pas faite. En outre, l'armée ne sait pas au juste pourquoi elle combat, parce que les gouvernements hésitent sur la politique à adopter. En 1955, Jacques Soustelle, nommé gouverneur général, croit trouver la réponse dans la solution de l'intégration, qui propose l'égalité des droits dans le respect de la différence de statut personnel.
En 1956, le gouvernement de Guy Mollet lance le triptyque cessez-le-feu, élections libres, négociations. Mais c'est la logique de guerre qui l'emporte. Le gouvernement envoie en Algérie toutes les forces dont il dispose, y compris celles qui sont affectées à l'OTAN. Les appelés du contingent et les disponibles, rappelés pour l'occasion. Avec la prolongation effective de la durée du service militaire, portée à 28 mois, ces mesures marquent l'entrée en guerre de l'armée française dans son ensemble. Les effectifs atteignent près de 400 000 hommes à la fin de 1956. Entrée en guerre de l'armée dans son ensemble, au prix d'un effort d'adaptation considérable et d'une conversion à la guerre psychologique. La guerre d'Algérie interrompt en effet l'effort de modernisation qui avait été entrepris et contraint l'armée française à recourir à la contre-guérilla et à innover dans le recours à certains matériels comme les hélicoptères, qui ont un effet dévastateur sur le moral des Djounoud. L'aviation et la marine sont mises à contribution plus qu'on ne pourrait le croire. La marine patrouille en Méditerranée et arraisonne les navires transportant les armes de contrebande, comme l'Athos, bateau égyptien chargé d'armes destiné aux bases marocaines de l'ALN. L'aviation transporte, surveille et assure un appui au sol. Convertie à la guerre psychologique, l'armée française voit dans le nationalisme algérien l'avant-garde du communisme international. Du coup, elle s'engage dans une épreuve dont l'enjeu, et non pas le territoire, mais la population musulmane, au nom de l'Algérie française. Le regroupement de l'armée dans une province militaire, la doctrine de guerre psychologique, la mystique du centurion qui mène un combat dans l'indifférence et parfois l'hostilité de la nation. Voilà autant d'ingrédients qui expliquent la politisation d'une partie des cadres de l'armée. Mais l'armée se politise aussi parce qu'elle est peu à peu devenue le pouvoir en Algérie. Et la leçon de la crise de mai 1958 est claire. L'armée qui a refusé de s'incliner devant l'évolution du régime est intervenue directement sur la scène politique. Le quadrillage mis en place par l'armée commence à porter ses fruits. L'année 1957 est marquée par un net reflux des activités de l'ALN dans le bled. Du coup, l'organe dirigeant du FLN porte la guerre dans les villes. Il généralise le terrorisme urbain et veut mobiliser la population algérienne par une grève insurrectionnelle pour démontrer la représentativité du FLN à l'ouverture de la session de l'ONU. Dans les villes où les assassinats se multiplient et où des bombes explosent, tuant aveuglement, l'armée va se trouver confrontée au problème de la recherche du renseignement et à l'emploi de la torture. Le général Massu, chargé de pacifier la ville, atteint cet objectif au cours de la bataille d'Alger, qui dure de janvier à octobre 1957, au prix d'une action policière souvent brutale. En 1958, une certitude est acquise. Les gouvernements successifs de la 4e République ont fait ce qu'il fallait sur le plan militaire pour faire échec à la rébellion. L'armée française est sûre
de ne pas se retrouver confronté à une nouvelle bataille de Dien Bien Phu, c'est-à-dire à une défaite de plus. Si la défaite militaire est improbable, la victoire politique est-elle possible? Le doute est permis, d'autant plus que la pression internationale est forte. Le contexte international est en effet capital. C'est l'émergence du tiers-monde, la montée irrésistible des nationalismes, les décolonisations en rafale depuis 1945, surtout depuis Bandung en 1955. À partir de 1956, la guerre d'Algérie pèse sur la politique extérieure de la France et contraint les gouvernements de la 4e République soit à une attitude défensive, soit à des moyens extrêmes pour parvenir au règlement de la question algérienne. À l'évidence, l'expédition de Suez est lancée dans le but d'anéantir le régime nassérien, considéré comme le véritable inspirateur de la rébellion algérienne. En 1957 et 1958, le même scénario se reproduit, mais cette fois, c'est la Tunisie qui est mise en cause pour son rôle dans l'acheminement des hommes et des armes vers l'Algérie ou dans son rôle de base arrière. L'enjeu en est le renforcement de l'armée de libération nationale dont l'armement se perfectionne, passant des armes de chasse aux armes de guerre. Or, le passage des hommes et des armes est rendu plus difficile par les barrages frontaliers, en particulier par la ligne Maurice, longue de 300 kilomètres, installée le long de la frontière tunisienne. La bataille des frontières, déclenchée au début de 1958, est un échec pour l'ALN, mais le bombardement du village tunisien de Sakiat Sidi Youssef par l'aviation française provoque une internationalisation du conflit. Cette affaire n'a pas seulement un effet déplorable sur le bon renom de la France dans le monde, mais elle aboutit à mettre la politique française à la merci des Anglo-Américains qui proposent à cette occasion leurs bons offices et font pression pour une négociation aboutissant à l'autonomie algérienne. Quand le président du Conseil pressenti, Pierre Flimelin, évoque l'éventualité de pourparlers en vue d'un cessez-le-feu, le ministre résident en Algérie, Robert Lacoste, dénonce publiquement le 8 mai 1958 le danger, je cite, d'un Dien Bien Phu diplomatique. Le rapprochement fait balle. Dien Bien Phu pesait sur l'armée française, dans la mémoire de l'armée française. Si une défaite militaire est impossible, un Dien Bien Phu diplomatique serait aussi catastrophique pour la France. Désormais, on sait que l'abandon de l'Algérie peut fort bien être la conséquence non d'une victoire militaire du FLN, mais de sa victoire diplomatique, politique. Tout devient possible. D'un côté, la mise en place en France d'un pouvoir fort et stable, le prestige du général de Gaulle, je cite le mot d'une archive provenant du FLN, capable de grandes initiatives, la confiance qu'on lui fait pour régler le problème algérien change la face des choses et la pression internationale se relâche. En sens contraire, jouent d'autres forces. La puissance du mouvement de décolonisation, la constitution
en septembre 1958 d'un gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, qui donne au combat de l'ALN des assises juridiques internationales et aboutit à un mouvement de reconnaissance d'État. Enfin et surtout, la prolongation de la guerre. On a peine à imaginer combien la guerre d'Algérie qui se prolonge atteint l'image de la France à l'étranger. La patrie des droits de l'homme, le moteur de la construction européenne, est accusée de commettre les pires crimes, de vouloir faire obstacle aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce processus de dégradation de l'image de la France fait des ravages. Les relations de la France avec le monde arabe sont quasi inexistantes. Avec le Maroc et la Tunisie, elles sont tendues à l'extrême. En quelques semaines, on passe de l'éventualité d'une médiation de Bourguiba lors de l'entretien de Rambouillet en février 1961 à l'affrontement sanglant de Bizerte en juillet. Auprès de ses principaux alliés, l'influence de la France est gravement affectée. Ses alliés arrivent rapidement à une politique double. D'une part, ils craignent qu'un soutien trop appuyé au colonialisme français soit nuisible à l'influence de l'Occident auprès du monde en voie de développement. D'autre part, ils veulent apporter leur soutien à un allié qui apparaît alors comme l'homme malade de l'Occident. D'où la double stratégie allemande, la politique du double rail italien, le jeu double des États-Unis et le trouble dans l'OTAN. D'un côté, le chancelier Adenauer, préoccupé par le développement de la crise de Berlin et des rapports Est-Ouest, ne veut pas que l'affaire d'Algérie cause des perturbations dans les rapports franco-allemands. L'essentiel pour Adenauer est que De Gaulle se montre ferme et fort envers l'Union soviétique. D'un autre côté, la République fédérale d'Allemagne, où habitent un certain nombre d'Algériens réfugiés de l'autre côté de la frontière, ne tient pas à ce que ses rapports avec les pays arabes soient troublés par l'affaire algérienne, en particulier que la République démocratique allemande, la RDA, en profite pour se créer une légitimité en Afrique et au Proche-Orient en soutenant le FLN. En Italie, ce sont les récits des journalistes qui, en 1957, font culbuter la sympathie des Italiens en faveur des Algériens en lutte. Ce changement d'optique est non seulement le fait de la gauche, mais aussi celui des forces catholiques qui se trouvent toutes mobilisées pour soutenir et défendre le droit à l'indépendance. Sur le plan officiel, l'Italie ne met jamais en cause l'amitié avec la France et manifeste même une certaine solidarité avec sa politique algérienne. La police italienne surveille étroitement les allées et venues des Algériens. Mais officieusement, le maire démocrate chrétien de Florence, Giorgio La Pira, en appelle à la vraie France et prend position pour la négociation en faveur d'une Algérie indépendante. Du côté des États-Unis, la prise de position favorable à l'indépendance de l'Algérie du sénateur Kennedy en juillet 1957 avait scandalisé. Mais comment s'en étonner de la part d'une nation anticolonialiste? L'administration Eisenhower elle-même multiplie les pressions et manifeste clairement son attitude réservée par ses votes à l'ONU et surtout ses contacts avec les représentants du FLN. En 1960, les Américains, inquiets de voir le GPRA se tourner vers l'Est, considèrent qu'il est le partenaire incontournable avec lequel la paix devra être négociée. La guerre d'Algérie joue un rôle ambivalent dans les relations de la France avec l'OTAN. Les dirigeants français ne perdent aucune occasion
de rappeler à leurs alliés leur devoir de solidarité, les contraignant à soutenir la France dans son combat en Algérie. Les militaires français ont beau jeu de montrer que face à la stratégie indirecte de l'Union soviétique, l'armée française est le soldat de l'OTAN en Méditerranée. Mais la plupart des alliés de l'OTAN, s'ils sont gênés par cette démonstration, cette argumentation, ils ne sont pas convaincus. Ils pensent que la guerre d'Algérie favorise au contraire le développement du communisme en permettant à l'Union soviétique de se faire le seul vrai champion de la décolonisation et de la cause du tiers-monde. Auprès des représentants d'un certain nombre de pays non alignés, comme l'Inde, l'Iran, l'Éthiopie, De Gaulle n'hésite pas à les avertir que la France romprait ses relations diplomatiques s'il reconnaissait le GPRA. Du côté du monde communiste, justement, le FLN garde ses distances pour ne pas incommoder les Occidentaux, bien que les responsables français dénoncent dans la guerre d'Algérie l'œuvre du communisme international. La formation du GPRA, en septembre 1958, entraîne un changement. Il s'éloigne de la politique d'équilibre entre l'Est et l'Ouest et sollicite la reconnaissance des pays de l'Est, faisant ainsi un peu de chantage à l'Est. En fait, les résultats sont mitigés. Certes, la Chine populaire, qui n'a toujours pas de relations diplomatiques avec la France, reconnaît aussitôt le GPRA, sans lui apporter d'ailleurs l'aide espérée par le FLN. L'attitude de l'Union soviétique est plus fluctuante. Face à la politique d'indépendance nationale du général de Gaulle, l'Union soviétique hésite, tout en ne lésinant pas sur la fourniture d'armes légères et l'aide financière. L'Union soviétique apporte son soutien à la politique française d'autodétermination. Elle ne reconnaît le GPRA qu'en octobre 1960 et encore de facto, même si les votes de l'Union soviétique à l'ONU sont favorables aux résolutions afro-asiatiques. Tout converge en effet à l'ONU. En raison de l'importance croissante du groupe afro-asiatique, la France y est confrontée chaque année à un procès d'automne lors de l'Assemblée générale. Il s'agit des pressions des pays arabes pour faire inscrire le problème algérien à l'ordre du jour face au FLN qui cherche à internationaliser la question algérienne. La politique française, la position française est forte sur le plan juridique, mais intenable sur le plan politique. La France plaide en effet l'incompétence de l'ONU sur un sujet qui concerne la politique intérieure française. Mais de l'autre côté, la délégation française fait tout ce qu'elle peut pour peser sur les votes des délégations alliées. Pourquoi ce combat? Bien, tout simplement par souci d'éviter une défaite diplomatique, car le rôle réel de l'ONU est d'être une caisse de résonance dans la guerre psychologique qui se livre dans le monde et en Algérie. Les répercussions d'une résolution contraire aux intérêts français seraient immenses. D'où le déploiement par la diplomatie française de toute une série de démarches. Voyages de parlementaires et de vedettes sportives, organisation d'expositions, pression de toutes sortes. Durant l'année 1958, l'internationalisation de la guerre d'Algérie est devenue un fait évident. Le général de Gaulle refuse de laisser plaider le dossier français à l'ONU. Il entend que les alliés de la France l'appuient de toutes leurs forces, sans pour autant l'influencer. À la session de 1958, le projet de résolution afro-asiatique est repoussé faute d'une voix, les États-Unis s'étant réfugiés dans l'abstention. Du côté algérien, l'objectif du GPRA est de se faire reconnaître par le plus grand nombre possible d'États, de disposer d'observateurs qualifiés à l'ONU et d'y faire voter des résolutions favorables à l'indépendance de l'Algérie. Bouc émissaire, terrain d'affrontement, l'ONU en arrive même à jouer un rôle équivoque dans le débat politique en France et en Algérie, car
le discours sur l'autodétermination, dont je vais parler dans un moment, n'est pas plutôt prononcé que dans les commentaires, et en particulier lors de la tournée des popotes qui suit, l'argument « tout ça, c'est pour l'ONU » joue un rôle considérable pour faire planer un doute sur la politique du général de Gaulle. Le retour au pouvoir du général de Gaulle ne signifie pas seulement l'espoir d'une solution de paix au problème algérien. Elle signifie un changement profond dans les priorités et donc dans les missions confiées à l'armée et dans les crédits qui lui sont alloués. Pour le général de Gaulle, la politique extérieure est une priorité et la guerre d'Algérie va se révéler de plus en plus un handicap. C'est aussi un obstacle sérieux à la mise sur pied d'une armée moderne. Il le dit le 3 novembre 1959 à l'Institut des hautes études de défense nationale, je cite, « Il faut que nous sachions nous pourvoir au cours des prochaines années d'une force capable d'agir pour notre propre compte. » Alors que pour l'armée engagée en Algérie, la mission essentielle consiste à gagner la guerre révolutionnaire, De Gaulle estime qu'il s'agit d'un aspect mineur et que cette charge particulière a le grand inconvénient de donner un rôle politique à l'armée. La mission confiée à l'armée change insensiblement, mais radicalement. Pas question, en effet, de se laisser arracher l'indépendance par la force. Pas question d'un Dien Bien Phu, ni militaire, ni diplomatique. De Gaulle veut la pacification de l'Algérie. Sa politique consiste à empêcher le FLN de s'emparer du pouvoir par la force. Mais il veut aussi mettre un coup d'arrêt au rôle politique croissant de l'armée. Le chef de l'État entend remettre l'armée à sa place et refuse de se laisser imposer une politique. Une partie de l'armée estime qu'elle a été trahie et espère en un nouveau 13 mai. La tension entre l'armée et le pouvoir se double alors d'un divorce croissant entre l'armée et la nation. Les journées des barricades et le putsch en résultent directement. Engagée dans le travail de pacification et d'administration, l'armée est en effet résolue à n'accepter ni l'abandon de l'Algérie au FLN, ni des négociations avec le GPRA. Car l'armée se bat en Algérie. Avec le général Chal à sa tête, l'effort militaire est à son plus haut niveau et procède d'une véritable stratégie. Le plan Chal, fondé sur la distinction entre les troupes de quadrillage et les réserves générales, consiste à désarticuler le dispositif de l'ALN. Les troupes opérationnelles ont pour mission de détruire les bandes rebelles les plus importantes par des opérations montées avec soin, étincelles, jumelles, rubis, et de les obliger à éclater en petits groupes à la mesure des unités cantonnées et des commandos de chasse chargés de contrôler un secteur. Les opérations doivent commencer par l'ouest, où la pacification est la plus avancée, et progresser vers l'est. En juillet 1959, l'opération Jumelle consiste à attaquer simultanément la petite et la grande Kabylie, qui, d'accès difficile, constitue le bastion de l'ALN. Les Katibas de la Wilaya 3 éclatent. Son dispositif militaire est réduit à néant. Sous le commandement du général Chal, l'armée a l'impression de toucher au but. La situation militaire devient critique pour l'ALN, dont le potentiel militaire s'accroît, dont le potentiel militaire s'amoindrit en 1959. Vous voyez très clairement sur ce graphique, sur l'activité de la rébellion à l'intérieur, la pointe de 1955-56 et le fait qu'il y a une descente extraordinairement, une décroissance de l'activité en 1959. Le manque d'armes et surtout de munitions, l'absence de recrutement accentue
la détresse des combattants, fondée sur l'axiome que le rebelle est dans la population comme un poisson dans l'eau, retirez l'eau et le poisson crève, le regroupement des populations aggrave l'isolement des Junud. Après les succès remportés en Oranie par le général Gambiez, Challe porte son effort sur le centre et l'est. La guerre est en passe d'être gagnée sur le terrain militaire. Mais ce n'est pas le seul terrain de lutte. La pression internationale pour une solution du problème algérien se fait en effet plus forte. Chaque session de l'Assemblée des Nations Unies, chaque conférence africaine ou asiatique voit s'accroître le nombre des adversaires de la politique française et il est toujours difficile de convaincre les Américains. C'est ce qu'essaye de faire le général de Gaulle en 1959, où il confie à Eisenhower les grandes lignes de son projet d'autodétermination. Le discours du 16 septembre 1959 marque un tournant décisif dans la politique algérienne de la France, avec le choix offert entre trois solutions: sécession, francisation, association. Que la perspective du débat à l'ONU ait joué un rôle dans la maturation et la présentation de ce plan semble indéniable. Quoi qu'il en soit, l'effet diplomatique est certain. Malgré une nouvelle abstention américaine, le projet de résolution n'atteint pas, et de loin, la majorité requise. Le GPRA n'a pu obtenir de l'ONU la reconnaissance du droit de l'Algérie à l'indépendance. Au cours de l'année 1960, De Gaulle reçoit Khrouchtchev, visite le Canada et les États-Unis. Il accueille à Paris en mai Macmillan, Eisenhower, Khrouchtchev pour une conférence au sommet. Il est surtout préoccupé de doter le pays d'une force militaire suffisante dans un contexte international troublé. Il faut se souvenir qu'on est en plein dans la crise de Berlin qui a été déclenchée en 1958 et qui aboutira à l'édification du mur de Berlin en août 61. La première loi programme militaire, élaborée au cours de l'année 1960, prévoit la construction de 50 Mirage 4 porteurs de la bombe A, expérimentée d'ailleurs pour la première fois le 13 février 1960 précisément. Pour le général de Gaulle, dont la politique extérieure est en 1960 au premier plan des préoccupations, l'affaire algérienne est de plus en plus un boulet. À la suite des barricades, le général de Gaulle tente de rassurer l'armée. Je cite: « La victoire complète de nos armes est indispensable. La France restera en Algérie, qui sera liée à la France, même si l'Algérie devient algérienne. » Pour de Gaulle, le rôle de l'armée consiste à créer les conditions d'une solution politique, non de la dicter au gouvernement. C'est pourquoi il décide le rappel de Challe, alors même que les opérations engagées par le général Challe semblent se terminer. Les unités de la LN sont de plus en plus fragmentées. Dans la plupart des wilayas, à l'exception de la wilaya 1, la LN est épuisée. Des tractations secrètes, mars-juin 1960, avec les chefs de la wilaya 4, algérois, Si Salah, Si Mohamed, Si Lagdar, pourraient bien aboutir à une paix des braves, sans l'accord du GPRA. Mais ce projet de paix séparée échoue. D'un autre côté, les conversations de Melun, 25-29 juin 1960, avec les délégués du GPRA, stupéfaits d'apprendre les conversations de Si Mohamed, Si Lagdar et Si Salah, n'aboutissent pas non plus. À l'été 1960, la politique algérienne du général de Gaulle est assurément dans l'impasse. L'opposition interne s'accroît. Du côté des partisans de l'Algérie française, on tire argument de l'affaire Si Salah pour prouver que la victoire sur les FLN est à portée de main, qu'il suffit de tenir un dernier quart d'heure. Du côté des opposants à la guerre d'Algérie, on réclame de plus en plus ouvertement
l'ouverture de négociations avec le FLN et une solution politique au problème algérien. Le chef de l'État, de son côté, évoque la nécessité de mettre fin à la guerre qui affaiblit la France. L'annonce de la future République algérienne dans 2 discours du général en septembre et en novembre, puis les manifestations musulmanes arborant des drapeaux algériens pendant son voyage en Algérie du 9 au 13 décembre constituent assurément un tournant de la guerre. À l'automne 1960, la question algérienne est une fois de plus portée devant l'Assemblée des Nations Unies où la démagogie se donne libre cours. L'audience du GPRA, qui fait état d'un grand nombre de victimes lors des manifestations de décembre, s'est accrue et l'admission de nouveaux États en 1960 ne facilite pas les choses à la délégation française qui reste sur la défensive à cette session. Pour la première fois, une résolution qui reconnaît le droit du peuple algérien à l'indépendance recueille plus de 2/3 des voix et est adoptée par l'Assemblée générale, mais le paragraphe stipulant l'organisation d'un référendum sous le contrôle de l'ONU est rejeté. L'irritation de la France est à son comble. Je cite: « La guerre d'Algérie, confie de Gaulle, est une épine dans le pied de la France qui infecte tout le corps. Ce conflit ridicule empêche la France de tenir sa place dans le monde et d'abord en Europe. Il faut ramener la France au vrai problème, ne pas laisser gaspiller outre-mer substance, énergie et argent. » Quelques mois plus tard, le putsch n'empêche pas l'évolution du conflit algérien. Contrairement à l'espérance de ces soldats perdus, il rend plus inévitable le retour à des négociations pour mettre fin à la guerre. Confronté au refus du GPRA de laisser les couteaux au vestiaire comme préalable au pourparlers, comme l'avait demandé le général de Gaulle, Paris décide, le 20 mai 1961, une trêve unilatérale des opérations offensives. Cette mesure, la libération de 6 000 prisonniers, le resserrement du dispositif militaire français, on commence à faire revenir des soldats français d'Algérie, permettent à l'ALN de reconstituer une partie de ses forces et d'intensifier son action terroriste. On voit tout à fait la remontée de l'activité de la rébellion ici, là, à partir de cette période de Melun. Lors du débat de décembre 1961 à New York, face à une France au crédit ébranlée par la crise de Bizerte de juillet 1961, l'hypothèse d'une intervention de l'ONU devient un moyen de pression dans la négociation franco-algérienne en cours. La résolution exigeant des négociations et réclamant l'indépendance est votée même par des États africains francophones. Les négociations franco-algériennes vont traîner en effet de mai 1961 à mars 1962. Dans cette interminable guerre d'usure, les négociateurs français vont être amenés à abandonner toutes les conditions qu'ils jugeaient indispensables, en particulier sur le statut de la minorité européenne et sur le Sahara, sauf sur un point, la reconnaissance du GPRA comme gouvernement du peuple algérien. Mais la France, dont 75% des électeurs se sont prononcés en faveur de la politique algérienne du général de Gaulle lors du référendum de janvier 1961, la France est pressée d'en finir et les accords d'Évian, finalement signés le 18 mars 1962. Le 3 juillet, l'indépendance de l'Algérie est proclamée. Est-ce la paix en Algérie? Qu'elle est jolie, mais qu'elle est pâle. Ainsi, l'Hélène de Giraudoux,
accueillait-elle la paix sur les remparts de Troie? En Algérie, ni la guerre, ni la paix ne sont jolies. La guerre a été atroce, blessés achevés, morts mutilés, prisonniers exécutés. La paix ne l'est pas moins, massacre de population, désordre, exode massif d'une partie de ses habitants, français d'Algérie ou français musulmans, choisissant la valise plutôt que le cercueil, sacrifiés au nom d'une erreur historique. Si la guerre d'Algérie ne fut pas perdue à l'ONU, si elle ne fut pas perdue non plus sur le terrain, pourquoi la France renonce-t-elle à l'Algérie? Bref, comment passe-t-on d'une victoire militaire à une défaite diplomatique? C'est que l'enjeu international change de sens. La guerre d'Algérie offre en effet l'illustration étonnante d'une victoire sur le terrain, transformée en défaite politique, car l'enjeu essentiel pour le FLN devient marginal pour la France, et en particulier pour le général de Gaulle, qui considère que l'Algérie est un obstacle à la politique qu'il entend mener, politique extérieure, mais aussi politique de modernisation générale de la France. Les militaires, vainqueurs sur le terrain, doivent abandonner les vastes horizons d'outre-mer pour devenir les gestionnaires de la force de frappe. Jusqu'en 1959, la France mettait tous ses espoirs dans une Algérie française, dernière chance de la France. À partir de 1959, la décolonisation est notre intérêt et de plus en plus l'Algérie devient un boulet. L'Algérie nous coûte plus cher qu'elle ne nous rapporte. Pire, sur le plan international, les soubresauts de l'affaire algérienne irritent profondément de Gaulle car ces péripéties sont tout un obstacle à la restauration du rang de la France dans le monde. L'accession de la France au club atomique, la modernisation, autant d'instruments indispensables de la politique qu'il entend mener, ne se conçoivent pas avec une armée engagée en Algérie. D'où le choix d'une solution politique, même si de Gaulle entend que cette orientation soit conduite par la France, sans intervention extérieure, même s'il entend que l'armée reste maîtresse du terrain, il sait qu'une solution militaire ne serait pas durable. Seule une solution politique peut régler le problème algérien. Alors, qui remporte la victoire? Est-on en présence d'une victoire militaire de la France? Oui, si l'on signifie par là que l'ALN a été tenue en échec par l'armée française, que loin de voir croître sa combativité, elle a vu décroître ses effectifs à l'intérieur de l'Algérie. Oui, si, par référence à la guerre d'Indochine, on constate combien l'ALN n'a jamais constitué un vrai danger pour l'armée française, qu'elle n'a pas pu former un corps de bataille et mettre en déroute les unités françaises. Peut-on pour autant parler de victoire militaire? Non, et pour deux raisons. Qu'est-ce qu'une victoire quand les moyens employés sont le regroupement des populations? On a atteint plus de 2 millions de personnes regroupées dans des conditions sanitaires épouvantables en 1961 et la torture infligée aux suspects. Peut-on parler de victoire dans une guerre de décolonisation où la volonté d'indépendance finit toujours par triompher? Sans avoir pu mettre en échec l'armée française, les combattants de l'ALN ont réussi à tenir tête à une armée infiniment supérieure en effectifs et en armes au cours d'une guerre qui aura duré près de 8 ans. Bref, dans une guerre politique, la victoire ne peut être simplement militaire. Est-ce une défaite diplomatique? Non, si l'on veut attribuer aux diplomates la responsabilité du retrait français. Non, si l'on entend par là qu'un coup de poignard dans le dos des militaires a été donné par les responsables politiques. Oui, si l'on prend conscience que les responsables du FLN ont réussi à persuader l'opinion mondiale que l'Algérie avait droit au même titre que le Maroc et la Tunisie à l'indépendance et qu'ils étaient les représentants les plus qualifiés du peuple algérien. Oui,
si l'on admet que la France, soumise à la pression internationale, peu à peu poussée dans ses retranchements, a préféré abandonner le combat militaire pour la négociation diplomatique, où elle a enregistré revers sur revers et où finalement De Gaulle a jugé que l'enjeu n'était plus essentiel pour la France. D'ailleurs, dans une boutade, De Gaulle aurait confié son amertume à Alain Peyrefitte, je cite, « L'indépendance, c'est l'indépendance. Prenez-la, messieurs, et supportez-la. Elle ne s'établira pas sans d'incroyables secousses, notamment entre Algériens, mais nous en serons débarrassés. Napoléon disait qu'en amour, la seule victoire qui compte, c'est la fuite. En matière de décolonisation aussi, la seule victoire, c'est de s'en aller. Merci. Alors, si on peut nous redonner un peu de lumière, parce que pour le moment, pour discerner les questions, c'est pas évident. Oui, vous en avez une ici, allez-y, tout de suite. Monsieur, allez-y. Oh. Comment ça se fait? Vous pouvez le faire marcher avec quel con ça. Jamais ça marche. Oui. Allez-y, oui, si ça marche. Simplement pour non, allez-y, en bas, en bas. Simplement pour demander, vous n'avez pas parlé de l'OAS. Je n'ai pas parlé de l'OAS, en effet, mais vous savez, nous sommes très contraints par l'Université de tous les savoirs. L'Université de tous les savoirs nous dit vous avez 50 minutes, peut-être 2 ou 3 minutes en plus, si vous le souhaitez. Et par conséquent, il faut essayer de concentrer ce que l'on a à dire sur le sujet précis, c'est-à-dire victoire militaire, défaite diplomatique. Dans cela, l'OAS intervient à la fin et elle n'intervient pas au cœur du sujet militaire diplomatique. Par conséquent, je n'ai pas jugé bon d'évoquer l'OAS. J'aurais pu évoquer évidemment bien d'autres choses. La guerre d'Algérie, comme le montre la succession des conférences qui seront faites dans le cadre de l'UTLS, c'est un monde à soi tout seul. J'ai essayé de me concentrer sur un aspect qui était ma tranchée. Hein, et comme tout bon poilu, j'ai essayé d'être là et d'essayer de défendre. Voilà. Je crois qu'il en sera question la semaine prochaine. Hein. En haut, tout en haut, monsieur. Tout en haut. Bonsoir. Je vous remercie pour votre conférence. Je vais revenir au 19 mars 1962. Une date historique, oui, pour les Algériens, mais pas pour tous les Algériens. 5000 harkis ont été massacrés. Ces gens-là qui ont eu le courage d'être à côté de la France. Oui, je me demande pourquoi la France n'a pas protégé ces hommes. Je me demande pourquoi la France n'a pas protégé ces hommes. Est-ce que la France est responsable de ce massacre? Merci. Allez-y. Bien. Je n'interviendrai que sur un point en ce qui concerne votre question. D'abord, je signale que Guy Pervillet, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, évoquera clairement la question des harkis. Par conséquent, il est bien entendu que chacun, nous avons notre propre domaine à étudier et on laisse aux autres, aux petits camarades, le soin de répondre et de traiter les autres questions. La seule chose que je dirais et qui me semble important à dire, qui aurait pu d'ailleurs être dit dans le cours d'une conférence sur les aspects militaires et diplomatiques, c'est que si on fait le compte des gens qui, d'un côté, se sont engagés aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie, militairement,
et de l'autre côté, ceux qui sont engagés aux côtés du FLN. Eh bien, on est très étonné de constater une quasi-égalité numérique. C'est cela qui est extraordinairement intéressant. Et par conséquent,